Aimée Crocker était une héritière américaine, mystique et aventurière, qui a fait sensation par son mode de vie fascinant, sans inhibition et lascif. Elle a dépensé la majeure partie de sa fortune à parcourir le monde, et affirmé s'être mariée plus de 12 fois. Mais sa vie n'était-elle faite que de fêtes et de plaisirs? Ou bien y avait-il un sombre secret derrière l'histoire de cette héritière excentrique? Rejoignez-moi pour le découvrir. Aimée Crocker est née dans la ville de Sacramento, en Californie, le 5 décembre 1864. Son prénom était à l'origine orthographié Aimée, bien qu'elle ait commencé à l'écrire Aimée dans les années suivantes pour paraître plus avant-gardiste. Elle venait d'une grande famille dans laquelle elle était la 6e de 7 enfants. Elle a reçu une éducation d'élite selon les normes de l'époque, mais il faut se rappeler qu'il s'agissait d'une société encore en développement en Californie dans les années 1860 et 1870. Les États-Unis n'avaient acquis la région du Mexique qu'en 1848 à la fin de la guerre américano-mexicaine, et la colonisation à grande échelle de l'Ouest a commencé un an plus tard, après la découverte de filons d'or dans la région. L'histoire d'Aimée doit être comprise à la lumière de son milieu privilégié. La famille Crocker était extrêmement riche. Son père était Edwin B. Crocker, un avocat éminent et homme politique occasionnel originaire de New York, qui a déménagé sa famille à Sacramento au milieu des années 1850, peu de temps après avoir épousé sa seconde femme, la mère d'Aimée, Margaret Rodd. Le frère d'Edwin, l'oncle d'Aimée, était Charles Crocker, qui est ensuite devenu l'un des fameux Big Four, les grands investisseurs qui ont financé la création du premier chemin de fer transcontinental. Dans les années 1860, cela a permis de poser des voies ferrées depuis l'Iowa, dans le Midwest, jusqu'à San Francisco, reliant ainsi le réseau ferroviaire américain de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Edwin a agi en tant que conseiller juridique des Big Four dans l'entreprise et a reçu des actions, ce qui a fait de lui un homme extrêmement riche. Lorsqu'il est mort, en 1875, Aimée n'avait que 10 ans et elle a hérité de 10 millions de dollars de sa part, ce qui équivaut à plus de 300 millions de dollars aujourd'hui. Ainsi, durant sa vie, Aimée n'a jamais eu à se soucier de l'argent. L'un des aspects les plus marquants de la vie d'Aimée Crocker, et certainement celui qui a suscité le plus de spéculations dans la presse, était sa vie amoureuse tumultueuse et haute en couleurs. Cela a commencé très tôt. Adolescente, l'attirance d'Aimée pour les garçons inquiétait sa mère, qui envoya rapidement sa fille rebelle en Europe, pensant que quelques influences du vieux continent pourraient la guérir de ses maladies. Cela eut exactement l'effet inverse. Alors qu'elle fréquentait une école d'élite en Allemagne, au début des années 1880, Aimée entama une aventure avec un prince allemand, ce qui lui valut sa première demande en mariage. Cependant, le mariage fut évité lorsque Aimée s'enfuit avec un torero espagnol. C'était déjà révélateur de son mode de vie libre et de sa vie personnelle chaotique. De retour en Californie, après sa première aventure à l'étranger, Aimée épousa Richard Porterache en 1882, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Il était le neveu de 21 ans de David Farragut, le tout premier amiral de la marine des États-Unis et un héros décoré de la guerre de Sécession. Mais le mariage fut mouvementé dès le début. Pendant leur lune de miel, le train dans lequel ils se trouvaient a déraillé, les obligeant à évacuer les wagons en urgence. Un an plus tard, ils eurent une fille nommée Alma, qui se retrouva au cœur d'une amère bataille de divorce à mesure que leur mariage s'effondrait. À la suite des investissements financiers hautement spéculatifs d'Ash et de la perte d'une somme d'argent considérable, il s'est mis à jouer dans les années 1880. La procédure judiciaire fit la une des journaux nationaux. Finalement, le juge a statué en faveur de Richard, affirmant qu'il était le moins irresponsable des deux parents excentriques d'Alma. Finalement, Alma, dont le nom a été légalement changé en Gladys quelques années plus tard, a été adoptée par la mère d'Aimée et a été en grande partie élevée par elle. Amy a décidé de quitter la Californie après l'effondrement de son premier mariage. Cette fois, elle s'est dirigée vers l'ouest, prenant un navire de la Californie vers les îles Hawaï en 1888. Celle-ci ne faisait tout pas encore partie des États-Unis, bien que les hommes d'affaires américains commençaient à jouer un rôle majeur dans ces affaires, principalement pour pouvoir dominer l'industrie fruitière sur place.
Elle rencontra bientôt le roi Kalakaua d'Hawaï, le dernier roi des îles, connu sous le nom de Merry Monarch. Ils se connaissaient depuis 1881 lorsque Aimé, qui avait alors 16 ans, avait rencontré le Merry Monarch lors de sa visite d'État à travers l'Europe. Ainsi, Aimé fut reçue généreusement à son arrivée à Honolulu et reçut le titre de princesse Palaikalani. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Le roi lui offrit même sa propre île, bien qu'il s'agisse de l'une des plus petites îles, en grande partie inhabitées, de l'archipel. C'est à Hawaï qu'Aimé rencontra et épousa son deuxième mari. Henry Mansfield Gillig était capitaine de mer, explorateur, parfois magicien et chanteur d'opéra. En bref, il était le genre de personnage excentrique et haut en couleur parfait pour qu'Aimé l'épouse. La visite à Hawaï fut par ailleurs scandaleuse. Aimé a scandalisé les missionnaires locaux, venus en grand nombre pour convertir les autochtones au christianisme, en pariant un jour à Honolulu qu'elle courait nue dans le centre-ville. Elle a gagné le pari et s'est même arrêtée en plein milieu pour essayer de convaincre un groupe de musiciens qu'elle a croisés de l'accompagner. Par la suite, les missionnaires ont exigé que le roi l'expulse des îles, ce qu'il a refusé de faire. Finalement, lorsqu'elle est partie, c'était pour qu'elle et Henry partent envers l'Est afin de faire une tournée en Extrême-Orient, bien qu'il soit revenu à plusieurs reprises à Hawaï. Entre 1889 et 1894, Aimé et son deuxième mari ont entrepris une grande odyssée autour du Pacifique. Cela l'a menée en Chine, au Japon, à Hong Kong, à Bornéo, en Inde et dans de nombreux autres endroits. Si l'on en croit ses propres récits de ces années, écrits dans ses mémoires et dans plusieurs autres textes qu'elle a rédigés. Et personne n'a jamais présenté de preuves suggérant qu'elle ait été autre chose qu'honnête dans ses souvenirs. Elle a vécu des aventures étranges durant cette période. En évitant certains chasseurs de têtes cannibales dans les Indes orientales, en faisant face à des lanceurs de couteaux trop zélés dans la ville de Shanghai, en Chine, et même, selon la rumeur, en survivant à une tentative d'empoisonnement à Hong Kong. Dans cette colonie insulaire britannique, elle a également fréquenté une fumerie d'opium et affirme avoir acheté la liberté d'une prostituée. Sans surprise, Henry n'a pas toujours pu suivre le rythme de sa femme, et il retournait parfois en Californie pour se reposer et récupérer pendant qu'Aimé continuait à voyager. C'est aussi pendant ces années-là qu'elle a commencé à collectionner des objets exotiques comme des perles, des pierres précieuses, des vases chinois, des statues de Bouddha et bien d'autres choses. Elle est également devenue l'une des premières femmes du monde occidental à avoir une série de tatouages, ce qui restait encore essentiellement une tradition autochtone dans certaines parties du monde à la fin du XIXe siècle. Aimé et Henry se sont installés au milieu des années 1890 après son retour en Californie. Ils sont partis vers l'Est, se sont installés à New York, mais leur mariage a vite échoué et ils ont divorcé en 1900.
Henri était bien conscient depuis de nombreuses années des infidélités répétées d'Aimée, et alors qu'elle voyageait en Extrême-Orient avec ou sans son deuxième mari, elle a eu plusieurs liaisons. Bien plus tard, elle affirma que sans l'application des lois occidentales et des traditions chrétiennes, elle s'était en réalité mariée plus d'une douzaine de fois, car certains de ceux avec qui elle entretenait des relations en Extrême-Orient dans les années 1890 l'avaient théoriquement épousée lors d'échanges de vœux polygames. À New York, en 1901, elle contracta ce qui pourrait être considéré comme son union la plus stable et la plus aimante. Jackson Guru était un auteur-compositeur et un bohème excentrique, tout comme Amy. Par exemple, ensemble, ils ont fondé une colonie bouddhiste à New York, ce qui n'est guère une activité inhabituelle pour de nombreux habitants de la Big Apple aujourd'hui, mais qui aurait été très inhabituelle pour les observateurs au début du XXe siècle. Ensemble, le couple est devenu un duo bien connu à Manhattan. Ils assistaient régulièrement à des pièces de Broadway et étaient des proches de certaines figures littéraires de la ville. Enrico Caruso, sans doute le ténor d'opéra le plus célèbre de l'âge d'or, était un ami et rendait régulièrement visite à leur maison, où ils organisaient des soirées fréquentées par les milieux culturels de la ville. Les détails de ces soirées paraissaient souvent dans les journaux new-yorkais et les détails croustillants de leur vie faisaient régulièrement les choux gras des chroniques mondaines de la ville. À cause de ce mode de vie, le couple était évité par une grande partie de la haute société new-yorkaise, y compris certains membres de la famille élargie d'Amy. Le public, cependant, était fasciné par cette héritière excentrique, qui avait tant d'histoires aventureuses et une foule de jeunes admirateurs masculins. Le Philadelphia Inquirer l'a même désignée comme la femme la plus fascinante de son époque. Amy et Jackson n'ont pas eu d'enfants biologiques, mais ils ont adopté 3 enfants, 2 filles nommées Dolores et Yvonne et un garçon nommé Reginald. Amy adoptera plus tard une autre fille, Yolanda, tandis qu'elle renouera également avec sa fille biologique Gladys. Leur bonheur familial harmonieux mais toujours intéressant prit fin tragiquement en 1910 lorsque Jackson mourut des suites de complications causées par une grave amygdalite. Bien qu'elle se soit remariée plus tard, comme vous le verrez, Amy a gardé le nom Guru pour le reste de sa vie. Après la mort de Jackson, et en raison de celle-ci ainsi que de la façon dont chacun de ses gestes était scruté par la presse new-yorkaise, elle s'est installée à Paris. La ville lumière était déjà bien établie comme la capitale culturelle du monde au début des années 1910 et continuerait à occuper cette position pendant encore un quart de siècle. Elle a vécu ici pendant 27 ans, tout en se rendant régulièrement aux États-Unis. Parmi ses nombreuses connaissances dans la capitale française figuraient le peintre Henri Matisse, le sculpteur Auguste Rodin et l'écrivain et critique littéraire Jean Cocteau, tout en croisant sans aucun doute d'autres expatriés américains à Paris dans les années 1920 comme Ernest Hemingway, Gertrude Stein et F. Scott Fitzgerald. Elle a continué à mener une vie amoureuse haute en couleurs, ce qui correspondait à la déclaration de la presse la qualifiant de reine de la bohème. Avec toute cette attention portée à son mode de vie fascinant, elle écrira plus tard « Je crois absolument que vivre, dans le sens le plus complet de ce mot. Découvrir toute la beauté de la vie et se plonger totalement dans les êtres humains qui fourmillant dans cette existence, c'est un art pur. C'est, je le pense sincèrement, la plus haute réalisation artistique à laquelle nous puissions aspirer. Toutes les formes d'art reconnues, vos peintures, vos sculptures, votre musique, vos livres, toutes ces choses ne sont que les symboles de cet art supérieur. Vivre. Au milieu des années 1910, sa maison en ville, surnommée la Maison de la Fantaisie, est devenue un refuge pour les aristocrates russes fuyant le déclenchement de la Révolution russe et la montée de l'Union soviétique dans leur pays. Elle a même épousé 2 de ses émigrés, le premier étant le jeune prince Alexandre Miskinov en 1914. Cela provoqua un énorme scandale international car il eut une liaison avec sa fille adoptive Yvonne, qui n'avait que 15 ans à l'époque. Suite à cela, Amy a rapidement demandé le divorce. Le mariage prit fin en 1916 et il fallut attendre 9 ans de plus avant qu'elle n'épouse son prochain prétendant, le prince Mstislav Galitsine. Elle était au début de la soixantaine lorsqu'elle épousa le prince Galitsine, âgé de 26 ans en 1925.
L'union ne dura que 2 ans, en partie à cause de la différence d'âge, mais aussi parce qu'Amy continuait à considérer la monogamie comme une théorie plutôt que comme un principe. Elle assistait régulièrement à des événements en ville avec l'un de ses compagnons préférés, un serpent constricteur nommé Bubble. Il lui arrivait de fréquenter Aleister Crowley, déjà à l'époque un partisan bien connu de la magie, des connaissances ésotériques et d'un mode de vie libertin. Apparemment, Crowley demandait Amy en mariage presque chaque fois qu'il la voyait ou lui écrivait, et il tenait dans ses journaux une description explicite de leur liaison qui dura une décennie. Après son dernier divorce en 1927, Amy ne s'est pas remariée. Elle a continué à vivre à Paris pendant de nombreuses années, même si la ville a commencé à perdre son statut de centre mondial du bohémianisme dans les années 1930. Après le krach de Wall Street et la Grande Dépression, la débauche des années 1920 et l'ère du jazz ont pris fin. Elle a progressivement commencé à passer plus de temps chez elle, aux États-Unis, dans les années 1930, et c'est au cours de ces années qu'elle a commencé à rassembler ses réflexions sur sa vie dans un livre de mémoires. Celui-ci a été publié en 1936 sous le titre « And I'd Do It Again ». Il offre un récit saisissant de sa vie, des situations souvent étranges dans lesquelles elle s'est retrouvée et de son approche intransigeante de la vie. C'est une lecture agréable même près d'un siècle plus tard. Au moment où And I'd Do It Again a été publié, Amy vivait en grande partie de nouveau à New York. Sa santé déclinait et elle avait maintenant plus de 70 ans. Elle est décédée le 7 février 1941 à l'âge de 76 ans. Ses restes ont été transportés en Californie, où ils ont été inhumés dans le caveau familial Crocker, dans le cimetière historique de la ville. Ayant demandé la crémation, ses restes ont été placés dans une urne avec ceux de son troisième mari, le seul de ses mariages qui ne s'est pas terminé par un divorce, puisqu'il est décédé alors qu'il était encore marié avec elle. Sans surprise, compte tenu de sa vie excentrique, il fallait bien qu'il se passe quelque chose même après sa mort, et l'urne a été volée quelque temps après son inhumation. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Amy Crocker, j'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain livre de la vie. Merci.